Vous nous raconter un peu ce qu'on peut savoir de ce qui se passe Oui. dans les cas en Turquie. Alors, plutôt 10 minutes chacune là. oui. Je pense que dans ce contexte de tractation intense du coup, entre l'Union européenne et la Turquie pour ce qui est de la question migratoire, je pense que c'est déjà important de revenir sur le cadre légal de protection sur le territoire turc des étrangers. Pour du coup se faire une idée nous-mêmes, est-ce que vraiment la Turquie est un pays sûr, voilà, ou pas, enfin quelle protection est accordée à ces personnes, et puis voilà, je vais vite passer sur la question de la détention parce que c'est une question qui me semble très très problématique aujourd'hui et voilà, on ne parle pas assez de ça vraiment, alors qu'on parle beaucoup de cet accord UE-Turquie, mais on ne parle pas assez de ce qui se passe sur le territoire turc. Alors comme l'a dit Claudia, aujourd'hui il y a 40 réfugiés en Turquie. Donc qui sont principalement russes, puisque donc selon cette limitation géographique portée lors de la signature de la Convention de Genève par la Turquie, seuls les ressortissants du Conseil de l'Europe, des pays du Conseil de l'Europe, peuvent se voir accorder le statut de réfugié. Oui, majoritairement. Et donc du coup, sachant que c'est le statut le plus protecteur et ce sont les seules personnes qui se voient attribuer une solution durable, c'est-à-dire une possibilité d'intégration sur le territoire turc. Mais ce n'est pas pour autant que la Turquie se dédouane de toutes ses obligations internationales envers les autres nationalités. Et la loi qui régit la situation de ces personnes est très récente puisqu'elle a été votée en 2013. C'est la première loi turque de protection, enfin sur les étrangers, la protection internationale, entrée en vigueur en 2014. Donc ça a été une grande avancée pour les organisations de la société civile en termes de garanties juridiques pour les personnes sur le territoire turc et de protection des droits. Mais le fait que cette loi soit très récente pose encore problème puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de mesures d'implémentation de cette loi, ce qui fait qu'en termes d'accès aux droits, on trouve encore de nombreux problèmes, voilà, notamment en termes d'accès à l'éducation ou aux soins de santé. Voilà, on sait, il y a un rapport récent de Human Rights Watch qui a démontré que 70% des enfants syriens étaient déscolarisés. Mais on espère qu'avec le temps, cette loi va se mettre en place et que les institutions seront plus au courant de ce qui va se passer, enfin de ce qu'elles doivent faire. Alors, dans cette loi est prévue la possibilité d'accorder une protection temporaire à une population en cas du coup d'entrée massive entre guillemets sur le territoire turc. Alors, c'est décidé par le Conseil des ministres et ça l'a été de manière assez récente pour les personnes venant de Syrie. Donc, que ce soit les Syriens, mais aussi les réfugiés en Syrie et les apatrides. Donc, il suffit que vous vous présentiez auprès des autorités, que vous disiez que vous êtes Syrien ou que vous venez de Syrie, et vous avez un numéro qui vous donne accès à des droits. Donc, à des droits minimaux, par exemple, droit à l'éducation jusqu'au secondaire, droit d'accès aux soins. Et nouvellement, depuis janvier, il y a un droit au travail, donc qui a été loué par la société internationale, mais en fait, qui est beaucoup trop restrictif en fait pour que j'ai connu du coup en 4 mois une seule personne qui travaillait légalement sur le territoire turc. Elle est beaucoup trop restrictive et les patrons ne veulent pas prendre la peine de demander un permis de travail pour ces personnes-là et préfèrent vraiment les employer de manière illégale. Donc, cette protection temporaire n'est que temporaire, c'est-à-dire qu'aucune solution durable n'est proposée pour ces personnes-là et elle ne vaudra que jusqu'à ce que le gouvernement turc décide que la Syrie est devenue, que la Syrie présente un danger pour ces personnes, mais le jour où elle décrétera que la Syrie est un pays sûr, on a peur qu'elle renvoie toutes ces personnes sur le territoire. Donc voilà, ces personnes sont un peu dans des limbes juridiques, elles ne savent pas trop ce qu'elles vont devenir et donc leur futur est vraiment incertain. Et le mot qui est vraiment employé par le gouvernement turc pour qualifier ces personnes est invitées, c'est-à-dire qu'elles ne sont sur le territoire turc que pour la durée qu'on jugera nécessaire. Ensuite, pour les non-syriens, donc cette protection internationale est beaucoup moins automatique. En effet, c'est un système complexe, un système parallèle, en fait, qui se joue encore entre le HCR, qui peut s'occuper du processus de réinstallation vers un pays autre que la Turquie, mais qui ne s'occupe que de ça. Et après, le statut pour donc majoritairement des Afghans, des Iraniens, des Irakiens et des Somaliens est déterminé par le gouvernement turc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette protection internationale peut être la protection subsidiaire ou alors le statut de réfugié conditionnel,
qui donne beaucoup moins de droits que le statut de réfugié en tant que tel. On constate que cette protection est vraiment accordée au compte-gouttes et les statuts accordés, enfin le nombre de statuts accordés est ridicule comparé au nombre de personnes non syriennes et non européennes qu'il y a actuellement sur le territoire turc. Et donc cette solution durable qui est proposée, qui est la réinstallation, met 10 ans à se passer. C'est-à-dire que là, actuellement, si vous entrez en tant qu'Afghan sur le territoire turc, vous aurez votre premier rendez-vous auprès du HCR dans 3 ans, 4 ans. Et le processus de réinstallation peut se faire 10 ans après. Jusque-là, les personnes ne peuvent pas, ne vivent pas avec des droits sur le territoire turc, avec très peu de droits, et par contre, eux ne peuvent pas travailler. Ou alors, il faut que l'employeur démontre qu'aucune autre personne que ces personnes-là, peuvent peuvent faire ce travail. Sachant que ces personnes n'ont aucun droit, n'ont pas droit au mouvement, puisque dès qu'elles posent une demande d'asile, elles se voient assigner une ville de résidence, et si elles ne pointent pas toutes les semaines auprès du commissariat, elles peuvent se voir retirer leur demande d'asile. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un système protecteur, vous en jugerez vous-même pour les réfugiés sur le territoire. Alors cette loi sur les étrangers, la protection internationale, elle définit aussi toutes les personnes qui sont jugées indésirables et définit toutes les personnes qui peuvent se voir attribuer un ordre d'expulsion du territoire. Par exemple, plusieurs situations peuvent amener à délivrer cet ordre d'expulsion. Les personnes qui sont suspectées d'appartenir à des groupes terroristes, les personnes qui ont utilisé de faux documents pour entrer en Turquie, les personnes qui menacent l'ordre public ou sanitaire du pays, les personnes qui vivent en Turquie par le moyen d'activités illégales, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent, les non-syriens, les non-turcs qui travaillent sur le territoire turc, donc majoritairement dans des conditions d'irrégularité, peuvent se voir délivrer cet ordre d'expulsion, quel que soit leur statut sur le territoire. Voilà. Même s'ils sont sous la protection temporaire, ils peuvent se voir délivrer cet ordre. Ceux dont la demande de protection est refusée, et ceux qui ne respectent pas les conditions d'entrée et de sortie du territoire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui partent en mer et qui se font intercepter par les autorités turques peuvent se voir délivrer cet ordre d'expulsion. Donc là, parenthèse, mais on voit que du coup le droit à quitter tout pays, y compris le sien, n'est pas du tout respecté puisque ces personnes peuvent être emprisonnées pour avoir quitté le pays. Donc ces personnes, toutes les personnes qui sont dans ces situations-là peuvent potentiellement être détenues dans des centres de renvoi que j'appellerais centres de détention du coup, considérant la durée que met parfois le renvoi à. Pardon. Voilà. Donc brièvement, ces personnes peuvent être détenues. Donc 6 mois. Donc la durée maximale est de 12 mois. Donc c'est 6 mois renouvelables si la personne refuse de coopérer pour remplir les conditions préalables à son renvoi dans son pays d'origine. Et donc dans la loi est assez protectrice, mais généralement, on peut avoir accès à un avocat dans les centres de détention. Au service de santé, on a le droit de communiquer avec l'extérieur, de présenter une demande de protection internationale en détention. Les ONG sous autorisation du gouvernement turc peuvent entrer dans les centres de détention pour observer ce qui s'y passe. En revanche, les personnes doivent payer pour être déportées. Donc voilà. Et en termes de chiffres officiels, on compte 18 centres de détention aujourd'hui en Turquie, donc principalement un centre dans chaque province. Et de nouveaux centres sont en construction, notamment en suivant cet accord UE-Turquie. Et je tiens à ajouter qu'il y a 6 centres de réception qui avaient été financés par l'Union européenne, donc de réception, pas de détention, qui ont été transformés par le gouvernement turc avec l'accord de l'Union européenne en centres de détention. Donc, à l'exemple de celui d'Izmir. Donc vous douterez qu'il y a beaucoup de violations de droits en détention. Des violations qui sont très dures à constater puisque aucune organisation de la société civile n'a accès en réalité aux centres de détention. C'est-à-dire que le gouvernement n'autorise personne à entrer dans ces centres, sauf des associations qui travaillent avec le HCR et qui ne publient pas du tout les rapports qu'ils font. Donc à peine 10% des centres de détention sont joignables par téléphone. Donc on a très peu accès aux personnes qui sont détenues. Parmi les violations de droits majeures qu'on peut constater, c'est que les personnes sont forcées à signer des documents de retour volontaire dans le pays d'origine. C'est-à-dire que sous pression des autorités ou parce que les personnes juste ne veulent pas attendre des mois et des mois avant d'être déportées, voilà, elles vont signer ce document.
qui est un vrai problème parce que du coup après leur idée c'est d'essayer de revenir sur le territoire turc, mais leur protection temporaire et leur demande d'asile va être totalement suspendue. Ils ne pourront plus demander de protection internationale sur le territoire turc. Il y a beaucoup de problèmes dans l'accès à la protection internationale parce que du coup il y a très peu de moyens de communiquer avec les avocats ou avec des organisations de la société civile qui pourraient aider ces personnes. Ces personnes ne savent pas qu'elles ont droit à une aide juridique gratuite qui est nécessaire pour faire appel contre les décisions de détention ou contre les refus de leur accorder l'asile sur le territoire. Donc on peut voir que ces problèmes d'accès à la procédure d'asile font que le principe de non-refoulement n'est clairement pas respecté. Donc en travaillant à Mülteciler, on a pu avoir accès à certaines personnes et les conditions de détention sont décrites comme parfois équivalentes à celles des prisons turques, voire pire, par certains avocats. Du coup, il y a des enfants qui sont détenus, parfois sans leur famille, des enfants qui ont été déportés en Syrie alors que leur famille était en situation régulière sur le territoire. Et voilà, donc souvent pas de repas dans la journée, ils ne sortent pas pendant toute la durée de la détention, du coup qui peut aller jusqu'à 1 an. Voilà. Ensuite, j'ai pas le temps. Ok. Est-ce qu'on peut, pour les gens qui connaissent la maison, est-ce qu'on peut aller au-delà de 20h ou non? Ou est-ce qu'à 20h, le bâtiment ferme? 21h. Vous êtes nombreux ici à 10 minutes. Bon. Ok. Il reste encore Sarah, Vicky, et on aimerait bien que Eve et Christine nous racontent nous donnent ce qui peut sortir de leur mission, et puis éventuellement quelques questions. Enfin bon, je termine en 1 minute. Ok. Donc, parmi les évolutions qu'on peut constater, donc il y a des évolutions inquiétantes concernant les conditions de détention, notamment le fait qu'il n'y a pas que les centres de détention qui sont des lieux d'enfermement. Parmi les 26 camps du coup de réception qui sont gérés par le gouvernement turc, il y en a 2 qui ont été fermés, c'est-à-dire que tous les raids qui ont été organisés pour récolter entre guillemets l'été dernier les Syriens qui étaient dans les rues d'Izmir, donc ces Syriens-là ont été envoyés dans des camps dits ouverts et on leur a dit si vous voulez en sortir, il faut que vous signiez ce document de retour volontaire en Syrie. Donc ça c'est une dérive majeure. Donc là en citant une dérive majeure de ce système. Il y a des gens qui sont enfermés par milliers dans des stades, donc dans les mêmes conditions qu'en détention. Voilà. Et en fait, parmi ces évolutions aussi, donc par rapport à ces lois antiterroristes, il y a de plus en plus de personnes qui sont accusées de terrorisme et ça justifie leur détention. Alors qu'avant, il y avait par exemple très peu de Syriens qui étaient détenus. Maintenant, on les accuse de terrorisme et du coup, on peut beaucoup plus facilement les détenir. Et il y a un enfant récemment de 1 an qui a été accusé de terrorisme. Et voilà. Voilà. Et après, la situation, juste pour conclure. Les personnes qui ont été renvoyées après l'accord UE-Turquie, personne n'a pu avoir accès à un avocat, pour le coup. Donc parce que les autorités disaient, on ne sait pas encore de quelle procédure ressortent ces personnes, du coup, on ne vous laisse pas entrer, et voilà, on ne sait même pas quoi faire nous, du coup, voilà, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déportés, du coup, en Afghanistan, Irak, voilà, dans ces pays-là. Je tiens à ajouter que il y a aussi de plus en plus de problèmes d'accès à la protection temporaire, alors qu'elle était automatique pour les Syriens avant. Maintenant, le gouvernement est en train de fermer les centres d'enregistrement des personnes, ce qui fait qu'on se demande ce qui va advenir des Syriens. Et certaines autorités locales disent, si jamais on ferme les centres d'enregistrement, c'est parce que ces personnes vont être déportées prochainement en Syrie. Donc on se demande quand est-ce que va finir cette protection temporaire et on est très inquiet pour ces personnes. Et voilà. Et juste pour rajouter, la frontière entre la Turquie et la Syrie est fermée. Voilà, est totalement fermée. Du coup, il y a des milliers de personnes qui attendent du côté syrien de la frontière dans des conditions alarmantes. Il y a 10 camps informels et qui ont été attaqués le 14 avril dernier par l'État islamique. Et voilà, donc on peut se questionner sur la sûreté de ce pays pour les étrangers.